Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de ce congrès de me donner l'opportunité de vous parler du furosémide en réanimation. J'ai aucun conflit d'intérêt. Pour commencer, cette étude américaine qui a été publiée en 2019, qui s'est intéressée à 46 000 admissions en réanimation. Et ce que voient les auteurs, c'est qu'effectivement, dans 50% des cas, les patients reçoivent des diurétiques. Ce que vous voyez dans le diagramme, c'est la répartition des prescriptions de diurétiques en fonction du type de diurétique. Ce qu'on voit, c'est que dans les réanimations médicales, chirurgicales ou en post-traumatologie, globalement, 40% des patients en reçoivent. Cette proportion augmente nettement dans les réanimations de chirurgie cardiaque, ce qui est un petit peu attendu. Et les barres en bleu clair sont les diurétiques de Lens, qui sont effectivement les diurétiques donc les plus prescrits. Donc oui, en tout cas en pratique, c'est encore un médicament qui est utilisé. Donc quelles sont les indications? Donc on peut les mettre quand on reprend un traitement de fond en cas d'OAP. Je vous rappelle cette étude en 2013 sur le stress test. Donc c'est quand on veut savoir l'évolution d'une dysfonction rénale en administrant 1 mg kg de Lasix. Si 2 heures après la diurèse est inférieure à 200 ml, les auteurs retrouvaient une bonne sensibilité, une bonne spécificité sur la prédiction de l'aggravation de la fonction rénale, donc à plus de 80%. Et enfin, la question qui se pose, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, la surcharge en réanimation, la surcharge volémique. Est-ce que, quand on la traite par des diurétiques, est-ce que finalement, on va avoir un effet sur la balance hydrosodée, sur la durée de ventilation mécanique ou encore sur la mortalité? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir au cours de ce topo. Alors, juste un bref rappel de pharmacologie. Quand on prescrit du furosémide en réanimation, 3 choses à avoir en tête. La première, c'est l'importance de la liaison à l'albumine. Plus de 95% de la molécule est liée à l'albumine, ce qui fait qu'elle n'est pas filtrée par le glomérule la liaison à l'albumine va permettre son transport jusqu'à la cellule tubulaire. C'est au niveau de cette cellule que va être excrété le furosémide au niveau de la lumière et c'est quand il est dans la lumière qu'il va jouer sur cette fameuse pompe NaK chlorure. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette pompe est très consommatrice d'ATP et donc certaines hypothèses conçoivent que effectivement le furosémide pourrait avoir un rôle néphroprotecteur en diminuant cette consommation d'ATP au niveau de la cellule tubulaire et donc préserver la fonction tubulaire. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'une dose minime de Lasix peut avoir un effet diurétique chez nos patients. C'est cette notion de dose minimale qui va être propre donc à chaque patient. Et donc au total, l'effet du furosémide va dépendre de la fonction tubulaire, du nombre de néphrons fonctionnels et du débit sanguin rénal, mais très peu de la filtration. Finalement, ça en fait un médicament qui est assez peu maniable, où une petite dose de diurétique chez un patient, notamment hypovolémique, va faire que le patient va répondre, en tout cas en termes de diurèse et de natriurèse, et donc peut tout à fait majorer son insuffisance rénale et donc jouer contre ses propres intérêts. Alors, pour la question de la balance entrée-sortie, cette étude, donc publiée en 2021, une étude multicentrique randomisée contrôlée, 171 patients de réanimation tout venant qui étaient stables sur le plan de vue hémodynamique et donc avec un bilan entrée-sortie positif, avec un delta de poids de plus de 3%. Un groupe furosémide versus un groupe qui se voulait contrôle. Et donc, le critère de jugement principal, c'était ce qu'ils apparentaient comme le bilan entrée-sortie, avec la différence de poids entre la randomisation et l'extubation. Et donc, ce qu'on peut voir dans les résultats, c'est qu'effectivement, dans le groupe furosémide, on a un delta de poids qui est moins important que dans le groupe contrôle. Sur les critères secondaires, donc c'était non significatif que ce soit sur la mortalité, la durée de ventilation mécanique ou la durée de séjour en réanimation, mais attention à l'interprétation de ces études. En général, les groupes contrôle reçoivent très souvent du furosémide, que ce soit avant la randomisation ou après. Et donc, l'interprétation peut être un petit peu difficile. Sur la mortalité maintenant. Donc, cette dernière méta-analyse publiée en 2022, donc, les auteurs incluaient l'ensemble des patients de réanimation avec un bilan entrée-sortie positif qui recevaient du furosémide, autre diurétique ou placebo. Au total, finalement, seulement 10 études sont disponibles, 800 patients, et quand on s'intéresse plus spécifiquement à la question diurétique de Lens versus placebo, et bien, au total, on tombe à seulement 4 études publiées avec peut-être un petit effet sur la mortalité, mais qui reste non significatif. Attention à l'interprétation de toutes ces méta-analyses. L'hétérogénéité est extrêmement importante en termes de définition, en termes de sélection de patients, et donc au final, tous ces résultats sont à interpréter entre guillemets avec des pincettes.
Maintenant, quand on s'intéresse à des sous-groupes de patients en réanimation, et notamment dans le SDRA, qu'est-ce qu'on a donc cette étude publiée dans le New England en 2006, donc des SDRA plutôt modérés, 1000 patients randomisés, et donc c'était deux groupes, un groupe conservateur et un groupe libéral. Dans le groupe conservateur, à la phase entre guillemets de déréanimation, les patients avaient des objectifs notamment d'hémodynamique et de PVC beaucoup moins élevés que dans le groupe libéral. Et donc ce que les auteurs retrouvent, c'est quand on a des objectifs plus stricts, les patients du groupe conservateur recevaient finalement 2 fois plus de doses de l'Azilix et arrivaient à négativer leur bilan entrée-sortie dès J2. Sur les outcomes, ce que vous voyez sur la courbe en haut, c'est qu'il n'y a pas de différence significative sur la mortalité, mais une tendance à réduire le nombre de jours sous ventilation mécanique. Et donc, effectivement, le furosémide pourrait avoir une place dans la prise en charge du SDRA à la phase de déréanimation. Sur l'insuffisance rénale aiguë, donc vous vous souvenez, plusieurs concepts comme quoi le furosémide pourrait avoir un rôle néphroprotecteur. Et donc dans cette étude publiée en 2017, donc c'est seulement 73 patients avec une insuffisance rénale aiguë, où ils comparaient un groupe contrôle versus un groupe furosémide pour des objectifs de débit urinaire pendant 7 jours. Et le critère de jugement principal était l'aggravation de la fonction rénale. Ce qu'ils observent, c'est que dans le temps, on n'a pas de différence significative sur l'évolution de la créatinine chez ces patients-là, mais il y a quand même tout de même 40% d'aggravation dans les deux groupes de la fonction rénale chez ces patients qui, là aussi, au final, dans le groupe placebo, les patients recevaient du furosémide tout de même avant la randomisation. Donc j'ai relisté un petit peu sur les complications maintenant du furosémide, les 4 principales études que l'on vient de voir. Sur les troubles hydroélectrolytiques et notamment sur l'hypokaliémie, en fait, c'est pas retrouvé tout le temps. Globalement, dans la moitié des cas, on retrouve plus de troubles hydroélectrolytiques dans les groupes de patients qui reçoivent plus de furosémide. Pour les bicarbonates, quand c'est regardé, c'est plus constant. On a effectivement plus d'élévation des bicars. Et sur les complications hémodynamiques, troubles du rythme ou aggravation de la fonction rénale, là, finalement, c'est non significatif. Donc attention à l'interprétation de ce tableau. On a vu que finalement, dans le groupe contrôle, les patients recevaient aussi du furosémide, donc ça peut lisser les différences observées entre les groupes. Et sur les complications hémodynamiques ou encore de la fonction rénale, les patients sont extrêmement bien monitorés sur le plan de vue hémodynamique. Et donc là aussi, ça peut expliquer qu'on ne retrouve pas de différence dans ces groupes. Alors, en pratique, est-ce qu'on a des outils pour mieux guider notre prescription de diurétique? Donc, cette étude publiée en 2012 s'intéressait à l'apport du BNP dans la prescription de l'Azilix. Donc, une étude randomisée contrôlée, 300 patients qui étaient aussi stables sur le plan de vue hémodynamique. Et donc, deux groupes, un groupe déplétion guidé par le BNP versus une prise en charge usuelle. Et donc, le critère principal était la réussite à l'extubation. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le groupe BNP, effectivement, les patients reçoivent plus de l'Azilix, la balance hydrosodée va être plus négative. Ils retrouvent une petite différence sur le délai d'extubation qui est significative, mais quand on regarde la différence entre les deux groupes, c'est peu relevant sur le point de vue clinique et un petit peu moins effectivement de taux de réintubation et pas de différence significative sur les complications à type de troubles hydroélectrolytiques ou de complications hémodynamiques. Maintenant, l'apport de l'échographie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec l'apport de l'échographie veineuse. Depuis quelques années, effectivement, plusieurs scores se développent en regardant donc, les gros troncs veineux qui sont donc les veines sus-hépatiques, le tronc porte et les veines rénales. Et en final, là, je vous ai mis une image donc, de ce que ça donne au niveau du tronc porte. Quand on regarde l'étude de ces flux, en calculant notamment l'index de pulsabilité, qui est la vitesse systolique moins la diastolique sur la systolique, les auteurs retrouvent qu'effectivement, un IP supérieur à 30% pourrait être en tout cas lié à un état congestif du patient. Attention, tous ces scores ont été faits notamment chez des populations de patients qui sont surtout des patients en post-op de chirurgie cardiaque. Ça n'a pas encore été évalué dans les patients tout venant en réanimation. Et donc, cette étude en 2022 s'intéresse à l'apport de l'échographie. Donc, c'est surtout des patients d'unité cardiovasculaire pour 60% d'entre eux. Et donc, les auteurs ont fait un score de surcharge clinique, essentiellement clinique. Et donc, ils ont défini les patients répondeurs au furosémide comme des patients qui diminuaient ce score de surcharge après l'injection de furosémide.
Les autres patients, soit qui avaient un score de surcharge bas, soit qui ne répondaient pas, étaient le groupe contrôle. Et donc, vous voyez les courbes ROC ici de ces différents tests échographiques. Et donc, le plus élevé en très plein correspond à l'IP Portal, où avec un cutoff d'IP à 35%, les auteurs retrouvaient une bonne valeur prédictive positive et négative sur la réponse au Lasix. Encore une fois, quand on regarde le cutoff qu'ils ont pris, c'est relativement élevé par rapport à ce qui a été déjà décrit dans la littérature. Et enfin, on quitte un peu le domaine de la réanimation pour s'intéresser à ce qui se passe chez nos collègues cardiologues. Et donc, en fait, les dernières recommandations sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë préconisent de suivre la natriurèse lorsque l'on administre un traitement diurétique de l'ANS chez ces patients-là, sans qu'il y ait forcément d'études qui montrent le bénéfice d'une telle prise en charge. Et donc, plusieurs études sont en cours. Et donc, la dernière qui est sortie en 2024, une étude internationale multicentrique qui compare donc des soins courants avec un protocole de déplétion qui est guidé par la natriurèse avec des objectifs donc à H+6 d'une natriurèse à plus de 50 mmol par litre et un débit urinaire à plus de 100 ml/h. Le critère de jugement, c'était la natriurèse. Donc effectivement, quand on regarde ce qu'on fait, les auteurs retrouvent qu'il y a une augmentation de la natriurèse à J1 de prise en charge, mais également un effet bénéfique sur la durée de séjour chez ces patients-là. Encore une fois, il s'agit de patients non réanimatoires, donc c'est une des pistes. Donc, pour conclure, le furosémide en réanimation, donc ça pourrait être favorable effectivement dans le SDRA, mais attention, c'est pas le furosémide seul qui est favorable pour réduire la durée de ventilation mécanique, c'est toute la prise en charge globale qu'il y a autour, et notamment, on en a parlé, la réduction des fluides dès la phase de stabilisation et l'importance du monitorage hémodynamique qui était extrêmement poussé dans l'étude qu'on a vue du New England. Sur les patients maintenant tout venant de réanimation, alors oui, le furosémide permet de négativer la balance hydrosodée, mais finalement, sur les critères de ventilation mécanique ou encore de mortalité, on a finalement très peu de données sur ce sujet et les méta-analyses sont finalement peu en faveur d'une réduction de la mortalité, avec toute la difficulté d'inclure les patients dans ces études-là. Et au final, les pistes seraient finalement de personnaliser la prescription. La première chose serait de connaître parfaitement le statut volémique de nos patients avec des scores cliniques, mais on l'a vu parfois, le simple fait d'avoir des œdèmes ne définit pas le patient en surcharge vasculaire et donc ça peut être mis à défaut et l'apport de l'échographie dans ces cas-là pourrait être une piste intéressante. Et enfin, une fois qu'on décide de prescrire du furosémide à nos patients, avoir des objectifs finalement plus définis en termes de diurèse, mais on l'a vu, c'est pas forcément le meilleur critère, ou encore de natriurèse. Pour ce qui est des perspectives, donc l'étude GODIF qui est en train d'être menée dans une des réanimations, ça serait donc elle va avoir un protocole donc d'inclusion de patients tout venant en réanimation avec plus de 5% de leur prise de poids de plus de 5%, avec un groupe furosémide versus un groupe contrôle, avec des objectifs dans les deux groupes de négativation du bilan entrée-sortie à moins 1 ml/kg par heure. Et donc le critère de jugement, ce sera le nombre de jours vivants non hospitalisés. Donc les résultats sont attendus courant 2025. Voilà, je vous remercie de votre attention.